Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jannick Halimi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes éditorialiste politique, ancienne chef du service éco du Parisien. Et vous publiez L'argent et le pouvoir, Élysée Bercy, les liens secrets. C'est chez Plomb. C'est passionnant. Et encore une fois, merci d'être avec nous. Bercy, donc, la forteresse, le ministère de l'économie, c'est vraiment, au sein de la Ve République, le cœur du pouvoir, le centre du pouvoir, il est vraiment là. C'est un des... Oui, il est allé d'abord à l'Élysée, Voilà. Et après il y a un débat entre Matignon et Bercy. Voilà, écoutez, pour les plus optimistes ou les plus pessimistes selon le côté où on se trouve, il y a au moins une égalité entre le fameux couple traditionnel Élysée-Matignon et le nouveau couple, un nouveau qui date quand même d'environ une vingtaine d'années, on pourra l'expliquer tout à l'heure, entre l'Élysée et Bercy. Et pour ceux qui sont... peut-être plus réalistes que les autres, et ils ont des arguments, et c'est un peu les arguments que je donne dans cet ouvrage, dont je me fais la médiatrice, si je puis dire. Moi, je ne travaille pas à Bercy. Et évidemment, ce sont ceux qui travaillent dans ou avec Bercy qui estiment que le couple Élysée-Bercy est devenu le véritable moteur, effectivement, de la Ve République, même dans cette dernière période, depuis la dissolution. La bascule, elle arrive quand? Donc à 20 ans. Donc c'est quoi? C'est sous Nicolas Sarkozy? Alors, elle se fait évidemment progressivement, évidemment. Elle peut remonter même de façon vraiment très très longue à la libéralisation, à la déréglementation, à la mondialisation de l'économie. Et on peut la dater tout simplement de la première cohabitation. Vous étiez jeune. Balladur. Alors vous voyez. Chirac-Balladur. Alors Chirac-Mitterrand. Oui, donc on revient, à la cohabitation, mais vous avez raison. L'homme fort de cette cohabitation, ce n'est pas Jacques Chirac, c'est effectivement Édouard Balladur qui était, alors ce n'était pas encore Bercy à l'époque, c'était le ministère de l'économie et des finances, était encore au Louvre, et c'était lui Édouard Balladur, qui a conceptualisé, concrétisé les privatisations, notamment, que l'on connaît. Mais là où vous avez totalement raison, effectivement, David, ce nouveau couple a pris toute son ampleur, sa vitesse et son énergie avec Nicolas Sarkozy, depuis Nicolas Sarkozy, parce que là, les fondements, notamment de cette mondialisation, mais aussi l'autre élément qui explique la montée en puissance de Bercy, du ministère de l'économie et des finances, aussi bien des ministres que de l'administration, c'est aussi bien sûr la mise en place de l'Europe, de l'Union européenne, des critères de Maastricht, de l'euro qui ont été mis en place à partir de 2000-2001. Et c'est ça qui explique que ce ministère soit tant au cœur du pouvoir. C'est la libéralisation, c'est l'euro, c'est les déficits, c'est tout ça qui explique que Bercy soit au cœur de tout. Oui, le budget finalement. Le budget, bien sûr, ça explique ces données un peu plutôt fondamentales, économiques et financières. Il y a aussi, de façon plus politique, l'effacement progressif de Matignon, en un mot. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu le quinquennat, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mise en place en 2002, et puis l'inversion aussi du calendrier qui a fait que les législatives ont suivi tout de suite la présidentielle, qui ont fait que, contrairement aux objectifs poursuivis par ceux qui ont conçu cette réforme, c'est-à-dire passer du septennat au quinquennat, notamment Jacques Chirac, mais soutenu quand même par la gauche, une réforme qui avait pour but de donner plus de poids au Parlement et au Premier ministre, responsable devant le Parlement, en fait, ça a eu l'effet inverse. C'est-à-dire que ça a mis en avant le président de la République. Ça a représidentialisé un système qui était déjà très présidentiel. Exactement. Ça a un petit peu amoindri, beaucoup même amoindri les pouvoirs de Matignon. Et comme ça a correspondu avec un contexte, encore une fois, économique et financier bien particulier, donc le début des années 2000, ça a permis à Bercy de prendre de la puissance, de prendre de la place. Et j'ajouterai juste d'un mot un dernier élément très rapidement qui explique aussi la montée en puissance de Bercy et de l'économie même sur le politique, c'est tout simplement que les entreprises elles-mêmes se sont, entre guillemets, politisées, c'est-à-dire qu'elles sont passées de l'économique pure et dure au social, bien sûr, mais aussi au sociétal. C'est-à-dire que le vide politique qu'a laissé la libéralisation, les privatisations, les déréglementations, en partie a été comblé par les entreprises qui ont eu un rôle politique au sens large de plus en plus important. Et donc Bercy, on peut dire que Bercy a plus d'influence que Matignon ?
Parce que si on regarde le protocole, la réponse est non. Hein. Vous avez raison, mais derrière le protocole, il y a la réalité, il y a des réalités de pouvoir, des réalités de compétences, juste des réalités de compétences, oui, des réalités politiques. En un mot, Matignon s'occupe essentiellement des problèmes intérieurs. Des problèmes intérieurs. Bercy s'occupe bien sûr des problèmes intérieurs, et ils sont vastes, hein. Ils vont aussi bien du prix de la baguette ou du prix du litre d'essence au Mercosur et aux données géostratégiques avec la guerre en Ukraine, le prix du gaz, j'en passe et des meilleurs. Mais Matignon va très très peu dans tout ce qui est rencontre internationale. Le G20, le G5, tous ces cénacles géopolitiques, écologiques, c'est même que par rapport à Matignon, Bercy, le ministère de l'économie et des finances, qui est devenu presque un ministère des Affaires étrangères bis, voire un président de la République bis. C'est quand même considéré depuis quelques années comme le ministère le plus important, parce qu'universel, de la Ve République, derrière Matignon. Donc il y a un duo, on a glissé d'un duo Élysée-Matignon à Élysée-Bercy. Tout à fait, un duo qui peut prendre la forme d'un duel, d'un rapport de force, parce que comme on me l'a expliqué, comme je l'ai découvert, enfin on en avait peut-être l'intuition, les présidents de la République ont les ministres de l'économie et des finances qui méritent. C'est que souvent, face à un président de la République qui n'arrive pas à imposer sa ligne politique parce que lui n'en a pas les moyens, l'autorité, le charisme, ou parce que sa ligne politique est floue, eh bien... Pensez à qui là ? Écoutez, pour ne prendre que les dernières années, il y a des surprises. Par exemple, Nicolas Sarkozy, qui est considéré comme un président dur, un président fort, effectivement, tout le monde nous le dit, y compris dans l'opposition de gauche à l'époque, que sa ligne politique, sa ligne économique était claire, nette, précise, qu'il connaissait parfaitement ses dossiers et qu'il a su s'imposer face à des ministres de l'économie et des finances qu'il a bien sûr choisis. C'était qui déjà à l'époque ? J'ai un trou de mémoire. Ah bah il y en a eu plusieurs. Il y a eu, dans le désordre le plus total, mais il y a eu Christine Lagarde, il y a eu François Bayrou, il y a eu Valérie Pécresse, il y a eu Éric Woerth, qui dit lui-même qu'auparavant, avant d'entrer au ministère du Budget, il était invisible. Et c'est le fait de passer par Bercy qui lui a donné un poids et une visibilité politique. François Hollande, qu'on considère, pardon pour lui, mais comme un peu le caramel mou, souvenez-vous, le culbuto. En fait, François Hollande a été on est pour, on est contre, hein. Je ne juge pas sur le fond, hein, mais je parle de l'analyse des rapports de force entre un président de la République et son ou ses ministres de l'économie et des finances, ou de l'économie et des finances. François Hollande était le premier président de la République française, de la Ve République, qui ait fait HEC. François Hollande connaissait et connaît toujours parfaitement ses dossiers économiques. Et François Hollande, en fait, ce président mou, en fait, est un faux mou. Il a su s'imposer, y compris face à ses propres troupes, à ses frondeurs, une politique économique, on va dire, plutôt de centre droit. Et d'ailleurs, il en a payé... Notamment à partir de 2014. Exactement, avec le pacte de stabilité et le CICE. Et pour terminer, c'est plus compliqué avec Emmanuel Macron. Et voilà, c'est là où je veux en venir. Il n'y a eu qu'un seul, alors c'est assez rare, on n'a eu qu'un seul, enfin, il y a eu, jusqu'il y a peu de temps, parce qu'avec la dissolution, on a changé beaucoup de ministres de l'économie, mais Bruno Le Maire a fait, 7 ans, non ? Un peu plus de 7 ans, près de 7 ans et demi de mémoire. C'était du jamais vu déjà dans l'histoire. C'était du jamais vu en une seule fois. Oui. C'est-à-dire que Valéry Giscard d'Estaing est resté un tout petit peu plus longtemps au Louvre à l'époque, mais en plusieurs fois. Alors écoutez, oui, il y a eu différentes étapes, il y a eu un bras de fer incessant entre Emmanuel Macron et Bruno Le Maire. C'est vrai ça ? C'est un truc oui, c'est vrai. Parce que c'est un truc qui est ressorti récemment quand on a demandé à Bruno Le Maire sur la question du dérapage du déficit, parce qu'on a eu un dérapage qu'on n'a jamais connu ça dans l'histoire de la Ve République. Et il dit oui, mais j'avais alerté le président, etc. Un ministre des Finances peut dire non au président, peut vraiment s'opposer au président ? Il peut s'opposer. Après, officiellement, le président de la République a le dernier mot. Et encore une fois, avec Emmanuel Macron, ça a été extrêmement compliqué, même pendant sa période à peu près tranquille, où il avait une majorité absolue. Ça a toujours été tendu entre Bruno Le Maire ? Ça a toujours été tendu. Ils ne se sont jamais aimés. Ils s'appréciaient, bien sûr. Ils s'estimaient, ils se considéraient. Ils avaient du respect réciproque. Ils ne s'aimaient pas humainement. Emmanuel Macron, souvenez-vous, était quand même un nain politique avant d'entrer à l'Élysée. Il a été, bien sûr, lui aussi,
bien sûr, un ministre de l'économie Oui. et des finances de François Hollande, assez omniprésent et assez omnipotent, mais il était un nain politique. Il a choisi Bruno Le Maire. Pourquoi? Parce que lui, venant de la gauche, qu'on le veuille ou non, en tout cas du centre-gauche, Emmanuel Macron, encore une fois, secrétaire général adjoint à l'Élysée sous François Hollande, puis ministre sous François Hollande, il avait quand même une image de gauche, de centre-gauche, mais de gauche. Bruno Le Maire était une prise de guerre extrêmement importante sur la droite, les LR, et candidat à la primaire des LR. Ça a été une prise politique importante, mais ça n'a pas toujours été facile entre lui et son ministre, et le ministre avec le président de la République, ministre qui a pris de l'ampleur, de la puissance, de l'envergure, du charisme, de la visibilité au fil des années, dont on n'a pas voulu se débarrasser ou n'a pas pu se débarrasser Emmanuel Macron. Et donc Emmanuel Macron n'est pas toujours ce président jupitérien qu'on lui colle, étiquette qu'on lui colle volontiers depuis le début. Emmanuel Macron, c'est peut-être un faux dur. Ouais. Enfin, par contre, face à Bruno Le Maire, c'est comme lui qui a eu le dernier mot sur la question des déficits. C'est quand même lui qui a eu le dernier mot, absolument, mais encore une fois avec énormément de tensions, encore une fois avec des rebondissements, peut-être pas juridiques, mais enfin avec des commissions d'enquête à la clé, avec des banderies qu'on s'envoie par la presse interposée. On voit qu'il peut avoir effectivement de l'électricité dans l'air entre un président qui pourtant a choisi son ministre et un ministre qui effectivement a dû quitter Bercy, mais qui n'en garde pas moins quelques flèches dans son carquois. Jannick Halimi, les liens secrets, pourquoi secrets? Alors, secret... Parce que secret, on pense à sulfureux automatiquement. Oui, alors... très discrets et qui ne sont pas toujours connus par le grand public parce que, encore une fois, il y a des relations entre le président et le ministre, mais il y a aussi le poids d'une administration que vous qualifiez fort justement, David, de forteresse. Pour d'autres, c'est d'autres ministres qui sont passés, quelle que soit sa couleur, c'est carrément une légion romaine, c'est un pouvoir dans le pouvoir. Et la question qui se pose d'ailleurs, que certains se posent, est-ce que c'est un pouvoir ou un contre-pouvoir, l'administration? Donc, en ce sens que les liens sont secrets, c'est que souvent, Bercy a poussé, a initié et quelquefois a réussi son coup, si je puis dire, des dossiers, des réformes que soit les pouvoirs publics, ou les ministres, Élysée ou ministre des Finances, n'ont pas vu passer, pas tout de suite en tout cas, dont ils ont essayé de corriger le tir, soit que les ministres ne voulaient pas du tout et que quand le pouvoir politique est faible, c'est l'administration qui prend le pas, ou alors, pouvoir politique entre deux. Ça peut se passer entre deux élections, présidentielles, ça peut se passer aussi dans le contexte que l'on connaît depuis la dissolution, où on a eu des absences et des carences politiques importantes, gouvernementales, et pendant ces absences politiques, ministérielles et gouvernementales, eh bien, ça c'est le bon côté des choses, le moteur de Bercy, qu'on le veuille ou non, a continué de fonctionner. Donc il y a un côté un petit peu méphistophélique de l'administration qui pousse des dossiers que le politique n'a toujours pas voulu. Je pense aux APL, si on se souvient. Je pense au statut des entrepreneurs, que pour le coup, Bercy a carrément refusé face à des ministres, un ministre des PME qui en avaient voulu. Et il y a le côté positif qui est, quand, encore une fois, les ministres ou le politique est absent ou est très faible, eh bien, heureusement que l'administration continue de fonctionner. C'était mon point, c'est à Bercy, qui est le plus fort, le ministre de tutelle ou l'administration en tant que telle? Ça dépend des périodes. Quand vous parlez à des hauts fonctionnaires, ce que j'ai fait, ils vous disent nous n'avons pas de pouvoir, nous faisons ce que le politique nous dit. C'est vrai quand le ministre a une ligne et des directives fortes, c'est vrai quand le président de la République également a une ligne politique très forte. C'est beaucoup moins vrai lorsque il y a une sorte de latence, de faiblesse au niveau de la parole politique. Un petit mot, parce que vous évoquez ce qui se passe aux États-Unis, les rapprochements entre le pouvoir politique et des champions privés façon Trump-Musk. À quoi ça ressemblerait en France, un duo Trump-Musk à la française?
vu les propos tenus par différents leaders politiques, ça pourrait ressembler au niveau des pouvoirs politiques plutôt à des leaders de la droite extrême, voire de l'extrême droite, comme on voudra. Il y a des personnalités comme Sarah Knafo, de Reconquête, des personnalités comme Jordan Bardella, le numéro 1 du Rassemblement national, des personnalités comme Éric Ciotti, des personnalités comme David Lisnard au LR ou à l'UDR. De façon plus surprenante, mais de façon aussi très singulière, Christelle Morisset, qui est présidente LR des régions Pays de la Loire, pas LR, pardonnez-moi, Horizon, des régions Pays de la Loire, bref, ont tenu des propos extrêmement admiratifs vis-à-vis d'Elon Musk, avec ce qu'il peut représenter en termes de lignes économiques, notamment la tronçonneuse de Xavier Milei, l'Argentin, mais repris volontiers avec le Doge, le fameux ministre. Qui a duré ce que ça a duré avec Donald Trump. Qui a duré, mais quand même, hein, c'est pas seulement... vous avez raison, le couple s'est un peu dissolu pour des raisons presque des raisons de philosophie politique. Hein. Musk plus libertarien que l'autre, mais pour répondre plus précisément à votre question, il y a des forces politiques dont je viens citer certains leaders qui sont extrêmement intéressés par ce que représente Elon Musk en tant que pouvoir politique et en tant que incarnation idéologique et incarnation financière. Et il y a aussi des leaders économiques qui sont aussi attirés par le rôle que peut jouer un patron d'entreprise, et lequel un empereur d'entreprise comme Elon Musk ou d'autres auprès du pouvoir politique. On pourrait imaginer un jour à Bercy d'avoir justement, pas une figure de l'ENA, mais avoir, ou de l'administration, mais avoir un patron, un grand patron qui irait à... Écoutez, il y en a déjà un, si je puis dire. Il est dans une succursale de Bercy, c'est monsieur Pépin, qui a été Papin, excusez-moi, avec... Papin. Voilà, absolument, qui a été... Le patron de la grande distribution. De Système U, qui a été un grand patron. On peut estimer, alors il n'était pas à Bercy, mais c'est une personnalité qui a plu autant à la droite qu'à la gauche, ça a été les businessmen, les self-made comme Bernard Tapie, qui a eu effectivement une autorité assez grande, relative et temporaire. Mais il peut avoir aussi des patrons qui peuvent revendiquer et solliciter tout simplement l'Élysée. Alors pour le moment, on n'en a pas vu arriver au pouvoir, mais des patrons comme Michel-Édouard Leclerc, alors on prête beaucoup, mais on ne prête qu'aux riches, sans vouloir faire de très mauvais jeux de mots. Il n'empêche que certains patrons peuvent être titillés, et surtout, ce qui est peut-être beaucoup plus important et plus fondamental, c'est que l'opinion publique, et c'est ça aussi qui fait que l'économie prend de plus en plus d'importance dans les décisions politiques, les entreprises, justement peut-être certainement en compensation à un pouvoir politique auquel on n'a plus tellement confiance, ou en tout cas de moins en moins confiance, je ne veux pas être défaitiste et pessimiste sur le politique en tant que tel, les Français, et quel que soit leur bord politique, les Français accorde de plus en plus d'importance depuis 5-10 ans à l'entreprise, aux chefs d'entreprise, notamment aux PME, mais pas seulement, parce que effectivement, les entreprises, chefs d'entreprise et syndicats, même s'ils ont un peu de plomb dans l'aile, syndicats quand même au niveau local, au niveau des entreprises, jouent un rôle, et même des fédérations jouent un rôle, ou de la branche, un rôle extrêmement important. Les Français accordent de plus en plus de confiance encore une fois, à l'entreprise au sens large du terme. Donc tout ça fait que... un chef d'entreprise à l'Élysée, écoutez, alors peut-être pas en 2027, mais après, encore une fois, tout est possible. J'ajouterais juste quand même qu'au-delà de point de vue idéologique des chefs d'entreprise, on a vu depuis des années, on l'a vu encore récemment, des chefs d'entreprise qui n'hésitent plus à avancer sur le champ politique en défendant les intérêts de l'entreprise en général. Et c'est une bonne chose ou pas? Mais pourquoi pas, du moment qu'il n'avance pas masqué. Il y a quand même, et c'est pour répondre encore une fois à votre question, derrière Elon Musk, il y a une idéologie, il y a une vision du monde. Et ce qui est nouveau aussi en France, c'est qu'il y a aussi des patrons qui n'avancent pas seulement, des chefs d'entreprise, qui n'avancent pas seulement
pour défendre les intérêts, encore une fois, de leurs salariés, de leurs actionnaires et de leurs entreprises. Ils avancent au service d'une vision du monde. On peut vous en citer des noms si vous le souhaitez. Allez-y. Il y a par exemple, bien sûr, M. Bolloré. Oui. Monsieur Bolloré qui, non seulement a son empire industriel, mais aussi un empire médiatique, un empire qui ne cache plus et qui ne cache pas, de toute façon, la défense, il le dit explicitement, d'une vision du monde qui est la sienne, extrêmement conservatrice pour lui, réactionnaire pour d'autres. Ouais. Yannick Halimi, juste un truc, je me dis que dans ce contexte politique troublé, avec une dette française élevée, des déficits qui se sont élevés, une croissance qui est faible, une défiance politique qui est extrême, qui a envie encore aujourd'hui, il y a toujours des candidats évidemment, vraiment d'aller à Bercy? À Bercy? Oui. Écoutez, par exemple, Édouard Philippe, à qui on prête, et d'ailleurs il a déjà annoncé son intention de se présenter à l'Élysée, lors d'un des multiples remaniements qui ont eu lieu depuis 2022, même, je ne remonte même pas à 2024, on lui a proposé, mais Emmanuel Macron lui a proposé de rentrer dans un de ses gouvernements. Édouard Philippe n'a pas demandé Matignon, ça aurait été déplacé, il lui a répondu oui, à condition que vous me donniez Bercy. Lorsqu'on donne et lorsqu'on propose un ministère comme Bercy à un homme politique, il est sûr de devenir un homme d'État, si tant est qu'il ne l'est pas déjà, comme c'était le cas d'Édouard Philippe. Mais on ne refuse pas Bercy, encore une fois, par le pouvoir qu'il donne, la notoriété qu'il donne. Malgré les emmerdes que ça procure. Les emmerdes, ça passe. Bon, allez, merci beaucoup. Donc, à lire ce livre, L'argent et le pouvoir, Élysée Bercy, les liens secrets, édité par la maison d'édition Plomb, signé Yannick Halimi. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt.